Ce balado, c'est votre rendez-vous mensuel à ne pas manquer pour vous tenir informé des dernières nouvelles de l'industrie, en compagnie de vos animateurs Charlotte Cousineau et Guillaume Houle. Bienvenue à Actualité Construction. Bonjour Guillaume. Bonjour Charlotte. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actualité Construction. Oui, et l'actualité en ce moment, elle concerne pas mal la construction. Oui, effectivement, je pourrais pas ne pas parler de pénurie de logement ou de pénurie de main-d'œuvre en ce moment. Je crois que ça serait un peu ne pas suivre ce qui se passe dans l'actualité. C'est encore ça, j'ai ouvert ma radio ce matin, de quoi ça parlait de ça encore une fois. Donc, on a l'impression un peu de se répéter, mais en même temps, non, c'est tellement des gros enjeux qu'on peut pas ne pas continuer d'en parler et de marteler le clou, j'ai l'impression. Exactement. On est actuellement dans le cœur du sujet. Il y a une modernisation qui s'inscrit. D'ailleurs, on a avec nous Marc-Antoine Paquette, directeur adjoint Relations de travail. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Marc-Antoine va venir discuter du sujet du jour. On a vu le premier ministre qui s'est avancé aussi. Oui. On y reviendra. Exactement, en deuxième partie, parce qu'on va tout de suite commencer avec les nouvelles éclairs. Donc, première nouvelle, la Sécu et l'Institut de développement urbain se réjouissent de l'annonce qui a été faite par le gouvernement fédéral concernant l'abolition de la TPS sur toutes les nouvelles constructions de logements locatifs. Exact. C'est une bonne nouvelle pour le secteur de la construction, notamment pour la relance du secteur résidentiel. On prévoyait là, au début de l'année construire à peu près 40 000 unités, de nouvelles unités de logement. On s'enligne pour en construire moins que ça. Donc, il y a besoin de logements plus que jamais et cette mesure-là va venir probablement favoriser la construction de nouvelles unités. D'ailleurs, on a demandé avec l'IDU que le gouvernement du Québec emboîte le pas aussi avec la TVQ, donc donner un congé de taxes pour que les projets qui ne lèvent pas en ce moment puissent lever de terre. Exactement. Et ça répond aussi à un récent rapport de la SCHL là, qui nous disait qu'on devrait construire jusqu'à 860 000 nouvelles unités d'habitation d'ici 2030 là, pour pallier à l'abordabilité des logements. C'est du logement, 860 000 logements. Là, 2030, c'est quand même pas si loin. Hein? On parle juste de 7 ans. Là. C'est bientôt quand même. Très bientôt. Autre nouvelle, il y a une crise de l'habitation. Bon, on vient tout juste d'en parler. Et il y a plusieurs municipalités qui mettent en place des mesures pour contrer la crise de l'habitation. Le maire de Québec a fait l'annonce d'un plan d'action pour la Ville de Québec la semaine dernière. Exactement. Il a annoncé différentes mesures, mesures qui sont quand même des bonnes nouvelles pour certains promoteurs là, qui demandaient ça depuis super longtemps. On peut penser d'ailleurs à plus de facilité pour délivrer les permis de construction, une densité plus accrue à certains endroits, l'abolition des exigences minimales de stationnement. Toutes ces choses-là vont venir aider. Mais encore là, le maire a bien précisé que ça serait une densification douce. On ne viendra pas construire de tours à condos dans la cour des gens. Ça va être plus dans des endroits. Il donnait comme exemple... par exemple, un stationnement de centre d'achat sous-utilisé, il sert déjà à rien, c'est juste du béton, il se passe rien, fait que pourquoi pas construire là à la place, ça va être comme plus doux. Il y a aussi, on vise d'aller vers un objectif qui était de base 28 000 logements pour 2036. Maintenant, on veut aller vers 80 000 pour 2040. Ça veut dire qu'au lieu de environ 3 000 logements par année, ça va être 5 000. Fait qu'il faut vraiment... augmenter, c'est ça. Avec toutes ces nouvelles mesures-là, ça va venir tout aider à atteindre cet objectif-là qui est quand même ambitieux, mais qui est nécessaire, là, vu la situation actuelle et que si on ne veut pas que ça s'aggrave non plus dans le temps, il faut faire quelque chose maintenant. Et bel exemple de la Ville de Québec. J'espère que d'autres municipalités emboîteront le pas. Exactement. Et troisième et dernière nouvelle, le 12 septembre dernier, Guillaume, tu es allé à la rencontre de Nathalie Normando pour répondre à la fameuse question pourquoi les projets de construction sont aussi longs et coûtent aussi cher au Québec? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent la hausse des coûts de construction, dont la hausse des coûts des matériaux. On parle d'une augmentation de 25 % pour le secteur non résidentiel, 26 % pour le secteur résidentiel. Puis ça, c'est dans les 2 dernières années. Vous donnez un ordre de grandeur, là, l'inflation a augmenté de 10,4 % au même moment. Donc, il y a vraiment une hausse des coûts des matériaux. Je vous invite à aller écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec Nathalie Normando. Ça explique en profondeur là, les raisons qui font en sorte que les coûts de construction et résidentielle et non résidentielle augmentent de façon constante depuis quelques années. Exactement. Fait qu'on va aller écouter ça pour avoir la réponse à cette question qui peut paraître simple, mais qui est quand même complexe. Exact. Effectivement. Fait que maintenant, là, c'est l'heure de passer à la nouvelle à développement.
Là, on va parler de le nouveau, dans le fond, la modernisation du projet de loi qui va être déposé, devrait être déposé, en tout cas, à la fin de l'automne pour moderniser l'industrie de la construction. Mais là, modernisation de l'industrie de la construction, de quoi qu'on parle exactement? Je vous écoute là-dessus. Exact. Mais ça fait suite au passage du premier ministre à l'émission Les coulisses du pouvoir, où il a mentionné qu'il souhaitait augmenter la productivité dans le secteur de la construction de près de 10 %. Tombe bien, on a reçu, avant toi, lors de la dernière émission, on a reçu Philippe Goujon, directeur économiste chez APECO, qui est venu nous dire on pourrait potentiellement gagner 10 % en productivité. Mais le premier ministre avait lancé en novembre l'année passée un message au ministre Boulay en disant « Nous, le gouvernement CAQIS, on veut augmenter la productivité. En fait, on veut moderniser le secteur de la construction. » Marc-Antoine, tu es aux premières loges actuellement pour l'ACQ dans tous ces pourparlers-là. Mais je pense que ce serait intéressant pour les gens de savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi la modernisation qui est annoncée? Est-ce qu'il y a des processus de consultation en cours? Puis si oui, lesquels? Puis comment on se positionne? Bien, écoute, c'est sûr c'est important d'entrée de jeu de se dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire la modernisation? Parce que souvent, on se pose la question, c'est un peu abstrait, cette loi-là, ces lois-là, puis l'industrie de la construction, bon, j'entendais tantôt, Guillaume, tu parlais de coûts de construction, des délais, ça coûte toujours de plus en plus cher. Les règlements et la loi qui encadre l'industrie de la construction, c'est excessivement complexe, il y en a beaucoup, c'est dense et c'est pas souvent revu. Donc, c'est une belle opportunité quand on parle de modernisation, de mettre ça au goût du jour essentiellement. C'est ça l'objectif, mais aussi de se donner les moyens de mieux se comparer avec le reste du Canada, avec les autres pays, etc. Donc, c'est une manière d'amener la construction en 2023 parce que, bon, cette loi-là, elle existe depuis 1970, puis elle a été, comme je le disais précédemment, très peu revue. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait depuis ces annonces-là? On a été très, très, très actifs dans les derniers mois, dans la dernière année, en fait, où est-ce qu'on a rencontré une série d'intervenants, que ce soit des partenaires de l'industrie, donc associations syndicales, autres associations patronales, mais aussi ministère du Travail, les partis politiques, pas juste ceux qui sont au pouvoir, les partis d'opposition, des organisations aussi économiques, des regroupements économiques, des chambres de commerce, des entrepreneurs de tous les secteurs d'activité. Bref, on a vraiment ratissé excessivement large parce que, comme je mentionnais, comme c'est très rare des refontes de cette envergure-là, du moins comme elle l'est annoncée, on n'a pas lésiné sur les efforts, puis on a vraiment mis tout en place pour consulter énormément de gens, puis d'appuyer en fait ce qu'on a à dire, les revendications qu'on a et s'assurer là, qu'on a de l'appui derrière nous. S'assurer aussi, j'imagine qu'on fait ça comme du monde, puis qu'on fait ça pour que ça convienne aussi à pas juste l'industrie de la construction, mais l'ensemble des Québécois. Fait que quelle meilleure manière que d'aller voir tout le monde? Exactement. Puis, tu sais, c'est un excellent point, Charlotte, que tu mentionnes, parce que souvent, les entrepreneurs, c'est un des éléments qui a ressorti beaucoup des consultations. Toute cette modernisation-là, à la fin de la journée, c'est au profit des Québécois et des Québécoises. Parce que quand on dit que ça coûte de plus en plus cher construire, les entrepreneurs, ils assument des risques énormes en prenant des contrats de construction. Et s'ils ont les outils pour mieux construire, ça va évidemment se refléter dans les prix de construction. C'est inévitable. Et surtout pour les secteurs d'activité qu'on représente, on parle de 50 à 60 % d'un coût de construction qui sont les coûts de main-d'œuvre. Donc, c'est excessivement important de se donner les outils pour mieux construire. Oui. APECO, dans sa recherche, arrivait à la conclusion de dire on pourrait économiser 1 heure sur 10, ce qui est l'équivalent de 4 % du PIB de la construction. Et on s'entend, le PIB de la construction, c'est la 4e économie au Québec. Ça a un impact significatif sur les projets. On a fait le calcul rapide. Ça pourrait représenter jusqu'à 25 écoles de plus, écoles primaires qu'on pourrait construire annuellement. Mais Marc-Antoine, j'aimerais ça t'entendre sur les processus plus concrets qu'on a suivis. Je pense que la Commission de la construction du Québec s'est réunie. Le ministre a invité les différentes parties syndicales, patronales à s'asseoir autour d'une même table, à discuter des éléments. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir quelles ont été ces consultations-là et comment s'est positionné l'ACQ face à ses partenaires.
Bien, premièrement, effectivement, il y a eu des processus, disons, plus traditionnels, plus standards qui ont été suivis dans le cadre de la consultation. Bon, tu le mentionnais, le ministère du Travail a été rencontré à plusieurs reprises, autant avec les associations patronales que syndicales. Est-ce que tout le monde était assis autour de la même table ou c'était des rencontres séparées? Ces rencontres-là étaient séparées, donc il y avait des rencontres avec tout l'appareil patronal et d'autres avec le syndicat. Au niveau de la posture, depuis le début, on martèle le même message. On veut être collaboratif dans ce projet de loi-là. Pour nous, améliorer la productivité, améliorer l'attractivité, la rétention dans l'industrie de la main-d'œuvre, dans l'industrie de la construction, c'est évidemment quelque chose qui résonne énormément pour nous. Donc, c'est sûr que dans l'ensemble des rencontres, on prend une posture collaborative, trouver des solutions concrètes pour que la modernisation soit un succès. Donc ça, c'est un premier élément dans le processus. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de positions qu'on a défendues? Bien, en fait, essentiellement, il y a 3 grands enjeux importants pour les entrepreneurs. C'est mobilité de la main-d'œuvre, des règles désuètes complètement, là, quand on dit qu'un travailleur ne peut pas se déplacer où il veut au Québec, mais qu'un travailleur ontarien peut aller n'importe où au Québec. C'est d'une aberration totale. On se dit, ben quelqu'un de Sherbrooke ne peut pas aller à Eastman, mais Mont-Tremblant, par exemple, ben, il pourrait y aller parce qu'Eastman est dans la région de Montréal. Ça fait pas de sens, là. Puis il y en a des exemples comme ça. On pourrait parler de Valcourt, de Saint-Hyacinthe. Bref, c'est les problématiques avec les frontières. Ça crée tout le temps des problématiques quand on est à la limite de ces frontières-là. Donc ça, c'est un enjeu important. La mobilité de la main-d'œuvre, on l'a argumenté beaucoup. La polyvalence des métiers. Bon, ça, je pense que c'est un sujet qui a été amplement couvert par les médias dans les dernières semaines. Là aussi, puis on parlait de l'étude d'APECO, là, il y a des gains important à faire en matière de productivité si on améliore la polyvalence dans les métiers. C'est très cloisonné. Puis à titre d'exemple, on prend l'Ontario où est-ce qu'il y a 6-7 métiers obligatoires. On en a 24-25 au Québec. Donc, mais là, il n'est pas question de fusionner des métiers de notre côté. On est davantage dans l'exercice des métiers, d'avoir plus de polyvalence, de flexibilité, donc de pouvoir effectuer des tâches d'un métier ou de l'autre sans que tout soit définitivement cloisonné. Puis parce qu'on remarque sur les chantiers que la succession des travaux est laborieuse. Des fois, il y a une perte de temps. On a une petite partie des travaux qui n'est pas réalisée parce que, bon, il y a un entrepreneur qui ne s'est pas présenté ou qu'il y a un travailleur qui avait un enjeu familial puis qui n'était pas au travail ce matin-là. Là, tout le reste de la chaîne est bloqué, alors qu'il y a des travailleurs qui sont sur le chantier, est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser? C'est un peu ça qu'on véhicule sur la place publique, puis c'est un peu ça le positionnement que les entrepreneurs nous font sentir également, là. Exactement. Puis, ça n'a jamais été question de fusion des métiers du côté de l'association, ni des entrepreneurs, ni même nous en tant qu'association. Puis, ce qui a été mis de l'avant énormément par les entrepreneurs, c'est exactement ce que tu dis, Guillaume. Un chantier de construction, c'est une chaîne alimentaire d'une série de travaux, une séquence d'une série de travaux, de corps de métier qui se succèdent un après l'autre. Puis, où est-ce que le bas blesse? C'est où est-ce qu'on arrête et qu'on recommence une tâche. Et c'est vraiment cette frontière-là entre les différents métiers qui a des pertes de temps énormes. Où est-ce que, bon, on a un métier qui ne peut pas faire la demi-heure de travail qu'il faudrait pour finir sa séquence de travail, doit attendre le prochain quart de métier qui va venir sur un chantier pour peut-être juste une demi-heure de travaux. On va être obligé de le payer pendant 3 heures, etc. Fait, c'est toute cette problématique-là dans la fluidité de la séquence. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de cloisonnement. C'est très rigide, c'est des définitions de tâches très, très, très rigides. Et l'exercice des métiers à l'intérieur de ces tâches-là, ben, il faut les décloisonner un petit peu. Il faut être plus efficient dans la manière qu'on exerce les métiers de la construction. C'est vraiment ça, là, le point névralgique que les entrepreneurs ont mis de l'avant. Et dans les discussions, bon, on a vu le ministre Jean Boulet qui est sorti au début du mois d'octobre, là, ce week-end en fait, pour dire bon, on veut décloisonner, on veut améliorer la productivité, on veut améliorer la formation professionnelle. Comment on se positionne la Sécu, puis comment se positionnent les autres acteurs, plus particulièrement sur la question de la flexibilité? Est-ce qu'on a un projet sur la table? Est-ce qu'il y a une proposition qui est faite, qui est discutée actuellement?
Ben, en fait, il y a beaucoup d'éléments qui sont discutés et sans rentrer dans le technique et tous les détails, comme je mentionnais, essentiellement, ce que les entrepreneurs, en fait, du moins ce que je dirais les associations patronales de manière majoritaire, ce qu'ils demandent, c'est cette efficience-là dans l'exercice d'un métier. Donc, de décloisonner l'exercice du métier, ça, c'est la position qui est partagé par la majorité des associations patronales. Ceci étant dit, il y a un point qui est important dans ce que tu dis, Guillaume, aussi, puis tous les acteurs patronaux se logent à la même place par rapport à ça. Il faut que ça soit connecté avec la formation. Quelle est la manière de bien former ces gens-là? Est-ce que c'est via du perfectionnement? On a entendu parler de formation accélérée, etc. Bref, il y a différents moyens d'apprentissage, différentes méthodes pour apprendre son métier, mais c'est très important, d'un côté, d'avoir de la polyvalence, de la flexibilité pour, évidemment, construire de manière plus efficace. Et d'un autre côté, bien, on parle de compétences. La compétence, c'est sûr qu'elle est rattachée directement avec la productivité. Un ne va pas sans l'autre, mais avec les deux, si on travaille sur les deux fronts, on peut atteindre quelque chose de très bien pour la construction de demain, c'est évident. Super. Merci, Marc-Antoine, d'être venu avec nous pour démystifier un petit peu où est-ce qu'on se positionne. Pour les prochaines étapes, Charlotte, on attend que le premier ministre ou le ministre du Boulay dépose son projet de loi. En fait, là, c'est le ministre qui va déposer son projet de loi. On poursuit les consultations et on poursuit les échanges avec les différents cabinets, avec les différents partis politiques également. Donc, ça reste à suivre. On n'a pas encore de projet de loi tangible, mais on sent que ça s'en vient et on espère que ce sera au bénéfice et des Québécoises et des Québécois, puis qu'ultimement, on pourra faire mieux et faire plus avec les moyens qu'on a. 12 000 postes vacants dans le secteur de la construction au deuxième trimestre de 2023. C'est encore énormément de postes vacants. On doit, notre industrie, faire plus et mieux dans ce cadre-là. Exactement. Fait que sur ça, je vous remercie beaucoup. Merci, Marc-Antoine, d'être venu démystifier un peu ce sujet qui est, encore une fois, pas simple à comprendre avec nous. Puis on attend sur ce le reste de ce qui va se passer dans ce dossier-là. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Actualité Construction est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnels, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement diversifié, ou pour écouter nos prochains balados, rendez-vous sur notre site acq.org.